comme toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. La zone du Liptako Gourma, située entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vit une situation sécuritaire complexe. Elle est constituée de zones particulièrement enclavées et des plus déshéritées des trois pays. Face à une telle situation, plusieurs mécanismes et initiatives ont été mis en œuvre, mais des contraintes subsistent. Quelles conséquences de cette situation sécuritaire dans la zone des trois frontières sur les populations? Comment mieux renforcer la coopération transfrontalière dans la région du Liptako Gourma? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, la communauté de développement de l'Afrique australe a créé en mars dernier un centre de lutte contre le terrorisme. Cela fait suite au déploiement d'une force régionale conjointe des pays de l'Afrique australe au Mozambique, une façon d'aider le pays à lutter contre les insurgés terroristes et à reprendre la province du Cabo Delgado. Cette force conjointe des pays de l'Afrique australe, la solution face au terrorisme dans la zone, quelle coordination avec l'Union africaine, le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Mamadou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Saou de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé et merci également Abdou Karim Diakhaté, journaliste et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Également un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Daouda. Et Monsieur Diakhaté, la région du Liptako Gourma est confrontée depuis des années à des défis sécuritaires qui retardent tout effort de développement et d'intégration dans la zone. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette situation d'instabilité récurrente que l'on connaît au niveau de cette zone appelée zone des trois frontières? Voilà, en fait, la zone du Liptako Gourma, comme vous dites, effectivement, est à cheval entre trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est une zone qui a une superficie de 370 000 km², avec une population qui tournerait autour de 15 à 17 millions d'habitants. Par conséquent, il y a une pression démographique sur un milieu. Et en plus également, il faut dire que c'est une partie déshéritée, vous l'avez dit dans votre présentation, et cela relève de faits historiques, d'abord dans un premier temps, et en réalité également au plan administratif. Il y a eu peut-être un découpage qu'on pourrait analyser par la suite. Vous savez, le Liptako Gourma correspond administrativement à 5 régions du Mali, les régions de Kidal, de Gao, Tombouctou et Mopti. Et pour le cas du Burkina Faso, c'est 8 régions administratives et 2 régions administratives du Niger et la communauté urbaine de Niamey. Par conséquent, c'est une zone qui est assez vaste et qui actuellement, avec la pression démographique, on l'a dit, et tous les problèmes, les aspects sécuritaires qui sont ajoutés, est devenu véritablement un épicentre de tous les aspects sécuritaires qu'on est en train de voir au niveau de cette zone. Et un épicentre de tous les aspects sécuritaires, comme l'a dit Abdou Karim Diakhaté. Mais à côté de ces groupes terroristes, Mamadou Thior, on voit également qu'il y a d'autres groupes armés et aussi des conflits et autres violences intercommunautaires, surtout entre éleveurs et agriculteurs. Selon vous, qu'est-ce qui explique ces violences communautaires et qui sont souvent récurrentes au niveau de cette zone? C'est surtout ces violences communautaires qui posent le plus de problèmes aux autorités des trois pays, parce que le terrorisme, on peut essayer avec les armées d'y faire face, mais quand c'est à l'intérieur que les gens n'arrivent pas à s'entendre, c'est un vrai problème. Et quand vous voyez, par exemple, au Mali, ce que ça a coûté en termes de conflits interethniques, et quand vous allez dans une moyenne mesure au Niger et au Burkina Faso, donc aujourd'hui, il faudra d'abord régler ce problème-là. Et comme le disait Karim, le problème du Liptako Gourma, quand vous regardez 370 km², il y a deux comptes qui parlent même de 500 000 km². Donc ça montre que c'est une immensité. Et dans la plupart de cette partie, c'est une immensité désertique.
hormis peut-être, comme Karim le rappelait tout à l'heure, du côté de Niamey où la population, il y a une densité démographique. Sinon, pour la plupart, c'est une immensité désertique et c'est à la limite un no man's land. Ce qui rend difficile, par exemple, une croisade contre les groupes terroristes. Par rapport à ce no man's land-là également, est-ce que les populations ne sentent, il n'y a pas une certaine frustration des populations? Est-ce qu'ils ne sentent pas un certain abandon du pouvoir central par rapport à leur situation? Oui, quand vous regardez, vous prenez la carte du Mali par exemple, presque c'est le sud qui est habité. Vous regardez tout le nord du Mali. Pourquoi tout le nord du Mali? C'est presque 0 habitant au kilomètre carré dans pas mal de localités. Et ça aussi, quelque part, ça explique pourquoi il y a eu cette frustration qui a abouti à ces groupes. Parce que même s'il y a deux habitants là-bas, le pouvoir central à Bamako devait les prendre en compte. Et cette frustration-là, malheureusement, a débouché sur ce que nous savons tous. Et c'est là où il faudra corriger. Si les gouvernants veulent changer la donne, quand vous regardez au Mali, il y a un militaire maintenant au pouvoir. Au Burkina, il y a un militaire au pouvoir. Donc, quelque part, au moins, en termes de stratégie militaire, ça ne devrait pas poser problème. Mais est-ce qu'ils sont les hommes de la situation? Wait and see. Aujourd'hui, vous prenez les Maliens qui ont eu un partenariat avec les Russes. Est-ce que les Russes, combien de temps ils vont prendre pour s'acclimater et un peu pouvoir savoir où mettre les pieds, surtout dans cette partie du Liptako-Gourma? C'est ça la grande question. Comme les Maliens ne s'entendent plus avec les Français, et quelque part les Burkinabés aussi, je pense que de ce côté-là, ils ont moins de problèmes parce qu'ils n'ont pas un peu ces bisbilles que les Maliens ont avec les Français, qui peuvent les retarder dans leur stratégie militaire. Parce qu'aujourd'hui, le retrait de la France, les autorités maliennes en font donc un point de non-retour. Donc tout ça, ça peut venir un peu entraver les stratégies militaires que les Maliens veulent enclencher avec le nouveau partenaire russe. Karim, des bisbilles entre Paris et Bamako, mais également des bisbilles entre le Niger et le Mali, puisque actuellement les relations diplomatiques ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Mais à côté aussi de tout cela, il y a un autre problème, Thior avait commencé à développer là-dessus tout à l'heure, c'est-à-dire des militaires au pouvoir. Donc actuellement, on a des transitions, en plus de tous les problèmes que nous connaissons au niveau de cette zone des 3 frontières. Il s'y ajoute aujourd'hui des juntes militaires au pouvoir, que ce soit au Burkina comme au Mali. Est-ce que ces transitions également ne risquent pas de poser un autre problème, surtout pour la gestion de cette zone, puisqu'un pouvoir de transition est là pour un temps bien défini, organiser des élections et passer le pouvoir à des civils? Absolument, mais il faudrait quand même dire qu'il y a eu une volonté réelle des États de constituer en fait un ensemble qui va aller vers l'intégration avec la mise en place de ce qu'on a appelé l'autorité du développement intégré du Liptako-Gourma. Il y a eu effectivement beaucoup d'actions qui ont été initiées pour aller vers en tout cas ce bien pour l'ensemble de ces 3 pays. Mais pour revenir aux aspects que vous avez évoqués, il est évident que ces transitions en cours vont certainement avoir des effets un peu sur la conduite de toutes ces actions-là. Mais ce qu'il faudrait retenir d'abord, pour parler du contexte même sur place, il faut dire qu'en fait, il y a une compétition des populations vers certaines ressources naturelles. Il y a les problèmes d'accès à l'eau, il y a des problèmes pour même la gestion des terres cultivables. Et ce sont des conflits communautaires qui se sont multipliés dans le passé et ici, ajouter ces dernières années l'amplification de la crise depuis 2012 avec donc les problèmes sécuritaires qu'on a pu voir au nord du Mali et qui ont débordé pour venir carrément au niveau du Burkina Faso. Il est évident qu'il sera difficile, en tout cas pour les pouvoirs des 3 pays, de s'accorder sur un minimum, parce qu'au-delà de l'aspect économique, de l'aspect même politique, on peut le dire avec l'ALG, l'Alliance, donc l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma, il y a des réalités sur le terrain qu'il faudrait certainement voir de près, comment concilier les efforts de développement par rapport aux réalités que vivent les populations elles-mêmes et faire en sorte que tous les grands projets qui ont été initiés puissent être suivis d'effets, d'abord par l'accompagnement
des populations pour une résilience par rapport donc à tous ces effets. Il y a une désertification qu'on a pu voir, donc les effets climatiques qui, en tout cas, ajoutent au calvaire des populations, mais il y a surtout le fait que ce sont des pays qui sont pauvres, qui sont associés dans un cadre qui s'appelle le G5 Sahel, avec bon an, mal an, soit des succès au plan militaire par rapport à certains groupes armés, mais il faut le dire, une situation très difficile au niveau de la gestion même de ces populations. Oui, allez-y. Il faut ajouter que ce que rappelait Karim, le fait que le Niger et le Mali ne s'entendent pas, au fait que bon, le Niger est toujours favorable à la présence française et le Mali n'en veut plus, ça aussi, ça ne facilitera pas la tâche parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette zone du Liptako-Gourma, c'est une collaboration très étroite qui permettra aux trois pays de pouvoir venir à bout du péril terroriste dans cette partie qui leur est commune. Donc si les deux pays ne s'entendent pas, c'est un vrai problème. Surtout que la force Barkhane, la force française et les forces européennes seront installées à peu près vers cette zone-là, à la frontière avec le Mali. Ils quittent le Mali pour, dans le cadre du redéploiement, là, ils quittent le Mali pour s'installer au Niger, mais à la frontière toujours avec le Mali. Oui, s'ils s'installent là-bas, ils n'auront plus droit de venir du côté malien. C'est un problème parce que cette zone-là, quand vous regardez, ça prend une bonne partie de l'Est malien. Donc, il faudra essayer de trouver une solution à ces bisbilles entre Niamey et Bamako parce que ça ne profite à personne. Pour ce qui est de l'autorité de développement intégré du Liptako-Gourma, la mission était à l'époque de promouvoir le développement harmonieux, un cadre régional de ses ressources naturelles, la gestion de ces ressources, qu'elles soient des ressources énergétiques, des ressources minières et autres ressources naturelles. Aujourd'hui, par rapport à l'ALG, quel bilan aujourd'hui tiré de ces réalisations, surtout sur le plan économique, puisque à l'origine, c'était également une organisation ou bien une coopération économique, si je peux l'appeler ainsi? Un bilan mitigé, parce que quand vous voyez un peu pourquoi les populations sont désabusées au point peut-être de réclamer la plupart de leur autonomie carrément du pouvoir central, que ce soit de Niamey, que ce soit du côté de Ouaga, que ce soit du côté de Bamako. C'est-à-dire que certes, des efforts ont été faits, mais ça demande à la limite une sorte de plan Marshall, parce que comme c'est une zone très difficile d'accès et c'est une immensité à la limite désertique comme je l'ai dit. Donc il y a beaucoup d'efforts à démultiplier pour changer la donne dans cette partie du pays. Mais c'est bien que l'autorité ait été créée parce que quelque part au moins c'est une réponse que les trois pouvoirs dans les trois pays ont entendu les doléances des populations longtemps délaissées par les pouvoirs centraux. Par rapport à ces attentes immenses des populations de ces trois pays-là, Karim, est-ce possible aujourd'hui un plan Marshall porté par ces pays, par ces trois pays, si l'on connaît surtout la situation économique et sociale que traversent le Mali, le Burkina, comme également le Niger? Absolument, mais en réalité, il y a quand même une série d'actions quand même qui ont été initiées, aussi bien par les Nations Unies, la FAO, que d'autres partenaires également au développement, le PNUD et même la coopération suédoise. Par conséquent, il y a des plans régionaux de développement qui ont été élaborés. Il y a un plan qui va de 2019 à 2022, qui doit donc se terminer en fin d'année 2022. Mais tous ces financements, peut-être, n'atteignent pas leur but parce que tout simplement, ces aspects sécuritaires qu'on a évoqués ont pris quand même de l'ampleur dans certaines régions. Il est évident que les conflits déjà entre les éleveurs et paysans, comme on a l'habitude de le voir, aussi bien au niveau du Burkina Faso que du Mali, et à moindre mesure au niveau du Niger, ont impacté un peu sur aussi bien les relations humaines que sur la viabilité des projets de développement. Je m'explique. Il y a beaucoup de programmes qui ont été financés, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes, pour d'abord assurer un peu leur résilience et un peu également faire en sorte qu'il n'y ait pas cet appel du miroir aux alouettes par rapport donc au problème donc du terrorisme. Mais on se rend compte que malgré donc tous ces financements, il y a encore du surplace. Ce qu'il faudrait, c'est vrai, on peut évoquer un plan Marshall, mais je pense qu'il faudrait l'étendre
à toute la zone du Sahel en réalité. Parce que les efforts que mène le G5 Sahel, qui est quand même un cadre qui doit être, disons, renforcé, même si par ailleurs il y a le problème du redéploiement donc, de Barkhane, on l'a évoqué avec donc, le départ des Français du Mali, il faut faire en sorte que donc, tous les acquis qui ont été obtenus jusque-là soient préservés et qu'on puisse maintenant sur le terrain faire en sorte que tous les projets qui ont été initiés et qui rendent quand même beaucoup de services aux populations à la base soient davantage consolidés et qu'on aille vers, en tout cas, des lendemains meilleurs pour ces populations qui n'aspirent qu'au développement. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup malheureusement de choses qui n'ont pas été bien définies. On l'a dit, dans certaines régions, on a l'impression que l'État a failli plus ou moins. Il n'y a pas d'administration. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le lieutenant-colonel Damiba a parlé de restaurer l'autorité de l'État dans certaines zones. Et je pense qu'il parlait justement de cette région qui est en tout cas au niveau de l'Heptaco-Gourma. Et parlant aussi de... Oui. Par rapport au projet initié sur place, l'hostilité franco-malienne déborde et ces débordements-là peuvent donc coûter cher aux populations. Parce que vous prenez ce qui s'est passé avec le contingent norvégien, un peu les pays scandinaves, parce qu'il parlait de la Suède qui investit là-bas, les Danois aussi sont désabusés et même sont en train peut-être de vouloir revoir la coopération avec le Mali. Quelque part, est-ce qu'ils ne vont pas entraîner, comme c'est les pays qui sont dans la même zone, la Scandinavie, la Suède qui intervient. C'est là où les autorités militaires maliennes doivent faire preuve d'intelligence. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est fâché contre la France qu'il faudra mettre tout le monde dans le sac. Même si c'est tous des Européens, il y a des bons et il y a des mauvais, comme on dit. Et on reste aujourd'hui avec cette question du développement toujours. Et pour ce qui est de l'ALG, depuis 2012, ces missions ont été renforcées. Il ne s'agit plus seulement de développement, mais aujourd'hui, il y a aussi des missions liées à la sécurité et aussi au développement. L'ALG est-elle aujourd'hui à la hauteur de telles attentes? Si l'on sait qu'initialement, l'organisation ou bien la structure était à but économique, si je peux l'appeler ainsi. Donc aujourd'hui, on lui a greffé aujourd'hui cet aspect sécuritaire-là. Peut-elle être à la hauteur de ces attentes-là depuis 2017, bien évidemment? Oui, parce qu'il n'est point de développement sans sécurité. Et quand on voit comment le péril terroriste a gagné cette partie du pays, forcément, quand on veut se projeter là-bas en termes de changer la donne, l'aspect sécuritaire est pris en compte. Et c'est fort heureux d'ailleurs qu'il en soit ainsi. Parce que si vous investissez des milliards et que bon, ces milliards-là profitent à la limite aux groupes armés, ça veut dire que vous jetez de l'argent par la fenêtre. Donc c'est bien. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être de s'entendre sur les stratégies. Parce que si les stratégies sont bien huilées entre les trois pays, je pense que, comme on le dit souvent en Wolof, ce que peut une personne, trois le feront mieux. Donc les trois pays s'y mettent d'abord avant que les autres, les pays, la MINUSMA, comme Barkhane n'est plus la bienvenue là-bas. Donc les autres peuvent venir appuyer, mais il faut que l'impulsion, comme ils l'ont fait dans le cadre de cette autorité-là, vienne des trois pays et que les trois pays se parlent. Que les gens n'aient pas d'état d'âme, parce qu'aujourd'hui, entre Niamey, on le dit, et Bamako, c'est le parfait des amours. Donc il faut que les gens prennent de la hauteur et pensent aux populations qui sont affectées dans cette zone du Liptako-Gourma. Mais s'ils mettent en avant les égos surdimensionnés, on n'en sortirait pas. Et tous les efforts dans le cadre de cette autorité-là seront nuls. Parlant de nécessité de dialoguer entre les trois pays, Karim, il a été tenu une rencontre en février dernier, une rencontre initiée d'ailleurs par les autorités maliennes et sur financement de la République d'Algérie, une rencontre entre experts aujourd'hui de la situation au Liptako-Gourma, autorités algériennes et autorités de la transition malienne. L'objectif était de voir comment mieux renforcer aujourd'hui la coopération transfrontalière dans cette zone. Mais une telle rencontre aussi, peut-on la tenir aujourd'hui sans ces deux autres pays qui sont membres également de ce Liptako-Gourma-là? Oui, je pense que ce sont quand même des initiatives qu'il faut encourager. Et cette rencontre également vient après d'autres rencontres qui ont concerné pratiquement les mêmes aspects.
il y a eu une rencontre des Nations Unies avec l'UNDC qui a essayé un peu de réunir les acteurs de la justice et donc les forces de défense et de sécurité. Je pense que ce sont des initiatives louables. Mais il est évident que la réalité sur le terrain est tout autre. Parce qu'il il y a, c'est vrai, des financements qui vont suivre par rapport, en tout cas, à un certain nombre d'impératifs. Mais il est évident également que ce qui presse, c'est venir en aide aux populations qui en ont besoin. On est dans un contexte de paupérisation. Il s'y est ajouté la pandémie de Covid-19 qui est venue bouleverser vraiment tous les agrégats économiques. Ce sont des pays qui sont à la limite véritablement pratiquement sur le carreau, pardonnez-moi l'expression. Il faudrait agir avec dextérité pour d'abord quantifier les besoins, c'est déjà fait. Je pense qu'on sait suffisamment là où il y a des besoins spécifiques à gérer, mais il faut surtout faire en sorte que les cibles des différents projets puissent véritablement donc recevoir à temps les financements promis et également faire en sorte que les États qui ont la responsabilité donc, de gérer tous ces aspects politiques et autres, en tout cas aspects culturels qu'il faut aussi prendre en compte, puissent aussi y mettre la main pour que tout se passe dans les meilleurs Et plusieurs actions, Abdou Karim, plusieurs actions, plusieurs mécanismes également, plusieurs propositions, parmi lesquelles d'ailleurs en janvier 2018, un programme régional conjoint qui a été lancé plutôt par l'Organisation des Nations Unies à travers ces 3 piliers, à savoir résilience, sécurité et gouvernance. L'objectif était d'arriver à la mise en œuvre des capacités de coopération dans cette zone transfrontalière entre les 3 États membres. Aujourd'hui, quelle efficacité d'un tel programme? Mais je pense que le programme quand même a suffisamment montré ses limites, c'est vrai, parce qu'il y a des aspects sécuritaires qu'on a évoqués. On est dans une situation difficile au plan déjà carrément de la vie sociale. On a vu tous les conflits intercommunautaires qu'il y a eu. On a vu également les difficultés que les différents pays ont pour juguler la menace terroriste, mais il y a du bien dans la mesure où effectivement ce sont des financements qui attendent preneurs. Pour le moment, les États n'ont pas suffisamment les moyens spécifiques pour en tout cas capter donc ces financements. Il est évident qu'il faudra sauter le pas pour aller vers les populations bénéficiaires de ces différents projets et en tout cas rendre tous ces projets opérationnels très rapidement parce qu'on est dans un contexte environnemental extrêmement difficile et il s'y ajoute effectivement le dernier contexte qu'on a pu voir au plan géopolitique avec donc cette brouille entre la France et le Mali et d'ailleurs Mamadou Thior l'a évoqué tout à l'heure, les petites bisbilles entre le Mali et le Niger qui sont quand même des partenaires. Et on reste toujours avec ces projets et programmes, toujours dans cette continuité-là. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé vers la fin de l'année 2021, en décembre plus particulièrement, sa nouvelle offre pour le Sahel, appelée Régénération. Et c'est une offre qui couvre 10 pays du Sahel, parmi lesquels les 3 qui constituent le Liptako Gourmand. Il s'agit d'un programme de 3,6 milliards de dollars qui se concentre sur 3 domaines principaux, à savoir la gouvernance, les ressources naturelles et également aujourd'hui les énergies renouvelables, autant pour moi, gouvernance, énergie renouvelable et employabilité des jeunes. Aujourd'hui, comment contribuer à travers ces genres de programmes-là, comment aujourd'hui créer le développement pour lutter contre le terrorisme, la corrélation entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sécurité et développement. Comment de tels programmes aujourd'hui peuvent créer le développement et en même temps lutter contre le terrorisme? Je m'arrête sur la composante employabilité des jeunes. C'est fondamental. Si on en est arrivé là, c'est parce que les jeunes étaient presque à la merci de tous ces groupes djihadistes qui leur offraient peut-être un mieux-être. Et c'est fort heureux que la communauté internationale, à travers les Nations Unies, comprenne cela et arrive un peu à inverser la tendance. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Certainement, c'est pas, les armes sont bien de mobiliser nos armées, mais il faut faire en sorte de jouer sur le même terrain que ces groupes qui souvent font miroiter aux jeunes un mieux-être. Parce que quand les jeunes sont oisifs, ils ne font rien, mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc c'est fort heureux d'investir autant d'argent. Maintenant, espérons que
comme l'a dit Karim, les cibles seront atteintes. Parce que c'est ça aussi. Et une chose est de débloquer autant d'argent, mais que cet argent-là aille là où il est attendu. Karim, sur quelques secondes de Karim, que cet argent aille là où il est attendu, sur quelques secondes, beaucoup de programmes, beaucoup de milliards de dollars investis depuis des années dans cette zone. Comment mieux articuler aujourd'hui toutes ces actions et tous ces programmes? On parle de coopération transfrontalière. Je pense que les différents États ont quand même la responsabilité de capter ces financements et de faire en sorte que pratiquement toutes les actions initiées sur le terrain soient suivies d'effets au niveau de l'implication donc des femmes, des jeunes, mais surtout également de mettre de côté le tout sécuritaire et aller vers le tout développement. Mais là, il y a la question de la corruption qu'il faut gérer. Par exemple, vous regardez le cas du Mali, c'est l'exemple parfait. Pourquoi IBK a été renversé? C'est en partie cette corruption qui avait fini de gangréner l'administration. La question de la corruption également est un réel problème pour l'armée mozambicaine, une armée actuellement soutenue aussi par la force conjointe des pays de l'Afrique australe pour permettre à ce pays de mieux faire face aux menaces terroristes dont elle est confrontée et également pour permettre à ce pays de reprendre la province du Cabo Delgado occupée par des insurgés terroristes. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission. Mamadou Thior, en août 2021, le président mozambicain et son homologue botswanais ont inauguré la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe au Mozambique. C'était lors d'une cérémonie dans la province de Cabo Delgado. Ces pays d'Afrique australe aujourd'hui ont une mission militaire régionale qui intervient dans le pays et déjà des avancées ont été noté, ce que saluent d'ailleurs les pays qui constituent, les 16 pays membres qui constituent aujourd'hui cette force militaire-là. Mais n'est-il pas aujourd'hui trop tôt pour crier déjà victoire? Surtout si l'on sait que la menace terroriste est également une menace aujourd'hui qu'on ne peut pas détecter visiblement. Et surtout que cette menace terroriste a duré dans cette partie de l'Afrique parce que c'est depuis pratiquement 2017. Mais l'attaque sanglante qui a eu lieu dans la ville de Palma, ça remonte à un an exactement, au mois de mars 2021. Et ces pays d'Afrique australe ont compris que quand la maison du voisin brûle, ça peut venir chez vous. Et cette mission-là entre dans ce cadre-là pour aller vraiment aider les Mozambicains à faire face à ces groupes terroristes avec les gens d'Ansarul Sunna, les Al-Shabaab rattachés au groupe de l'État islamique. C'est fort heureux. Peut-être on peut voir que sur le terrain quand même, il y a eu pas mal d'avancées. Parce qu'en mars 2021, presque ces groupes terroristes avaient fini de prendre Palma et un peu la province du Cabo Delgado. Aujourd'hui, sous l'impulsion du Rwanda avec Paul Kagame, qui s'est investi corps et âme, et un peu cette mission à laquelle vous faites allusion. Avec plus de 2000 militaires rwandais. Voilà, tous ces efforts ont aidé. L'Union européenne aussi a une initiative de coopération militaire. Tout ça mis ensemble a quand même permis de déloger un tant soit peu ces groupes terroristes de cette partie nord avec frontalière avec la Tanzanie. Ces groupes terroristes qui menaçaient le Mozambique. Karim, des villes ont été libérées. On peut citer Mosiboa, Dapraya, Palma, des axes routiers aussi débloqués. Et la zone du projet gazier français Total a également été sécurisée. Mais les insurgés se sont disséminés en petites cellules désordonnées. Et ce qui rend aujourd'hui la tâche un peu plus compliquée. Est-ce que cela ne risque pas aussi de rendre un peu plus difficile le travail pour cette mission-là militaire des forces des pays de l'Afrique australe? Parfaitement, parce qu'en réalité, il s'agit au niveau du Mozambique d'éviter qu'il y ait une sahélisation de la région. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que vous savez que le Mozambique est un pays qui a eu son indépendance en 1975. C'est le second pays lusophone après l'Angola par déjà la superficie, 800 000 km², et une population qui fait plus de 30 millions d'habitants. Et ce qui est paradoxal,
Au Mozambique même, il y a toute une partie du pays, pratiquement, disons, les 2/3, le nord, qui pratiquement fait 52% de la population, avec 4 régions, et qui est quand même la partie la plus pauvre, où il y a plus de 70% de pauvres. Alors qu'au sud, plus riche, généralement, voilà, c'est là où il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler le bien vivre. Le problème est très complexe. On parle de Chebab, pour dire jeunes, assez différents des Chebab somaliens, mais ce sont des jeunes désespérés qui ont répondu à l'appel, parce que d'ailleurs les Américains considèrent que ces Chebab sont une franchise de l'État islamique. Ils le disent carrément. Bon, c'est vrai qu'il y a eu depuis quelques années une intensification de leurs actions. Thior a rappelé l'attaque sanglante qu'il y a eu à Palma. Et il y a eu d'autres attaques, même au niveau de Mansibao da Praia, où il y a eu effectivement des morts. Et c'est surtout tout le complexe, disons, gazier européen, je veux dire les Français et de l'ENI des Italiens, qui est menacé, qui fait qu'en fait il y a des préoccupations. Mais il y a également le problème fondamental qui se pose, c'est le problème de la corruption des élites. Et c'est cela qui a amené un peu cette complexification du problème. Karim, on reste avec cette complexification du problème. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Al-Shabaab que l'on retrouve au Mozambique est différent aujourd'hui du groupe terroriste Al-Shabaab en Somalie, puisqu'ici Al-Shabaab veut juste dire les jeunes. Donc le principal problème aujourd'hui au Mozambique, au-delà de la question terroriste, ou bien avant même qu'on attribue cela à un groupe terroriste, n'est-ce pas aussi un échec en quelque sorte de la gouvernance, puisqu'on voit un sud avec une élite très riche et au nord qui est une zone aujourd'hui riche en ressources naturelles et autres ressources minières, des populations qui vivent aujourd'hui dans une extrême pauvreté. N'est-ce pas là aussi un problème de justice sociale et de gouvernance? Absolument, absolument. D'ailleurs, justement, ces jeunes-là, ces Chebab, ils ont pratiquement pris le combat que menait le Renamo. Parce qu'à l'époque, le Renamo également, qui est un mouvement du Nord, luttait contre les inégalités sociales. Et ces jeunes, justement, sont venus rappeler au gouvernement de Maputo qu'il y a effectivement un mal-vivre. Et c'est pour cela qu'ils ont pris les armes. D'ailleurs, il y a eu une attaque à Palma où des femmes ont indiqué que ce sont leurs propres fils qui les attaquaient. Ce sont donc des jeunes qui sont allés disons, entrer donc dans ces mouvements pour mener ces attaques. Mais le grand problème au niveau de Mozambique, c'est que pendant très longtemps, le gouvernement mozambicain n'a pas voulu accepter qu'il y ait une extérieure. C'est pour ça que la communauté donc de l'Afrique australe, la SADC, a pu faire entendre raison donc aux dirigeants mozambicains qui ne voulaient certainement pas que les gens mettent le doigt sur ces inégalités et voient de près tout ce qu'il y a comme problème au niveau même de la gouvernance du pays. C'est ce qui a retardé un peu ces interventions-là. Mais il y a également d'autres aspects géostratégiques qu'on devra certainement prendre en compte. Le canal du Mozambique, c'est quand même le second lieu de passage des pétroliers qui viennent du Golfe Persique pour aller vers l'Europe et les États-Unis pour le pétrole. S'ils ne passent pas par le canal de Suez, ils passent forcément par donc, le canal de Mozambique. Donc par conséquent, la France et l'Union européenne ont tout intérêt à ce que leurs intérêts soient préservés. Et pour parler de la France, les Comores et Mayotte, c'est juste en face justement de la Palma. Par conséquent, il y a des efforts à faire au plan régional avec la SADC. On a vu ce que le Rwanda a pu faire en envoyant des troupes. Et il y a également toute cette implication régionale qui ne veut pas qu'il y ait, on a parlé de sahélisation, qu'il y ait des débordements collatéraux. Parce que des pays comme le Kenya ou la Tanzanie ont connu déjà ces différentes attaques de Chebab. Je pense que le Mozambique a tout intérêt à faire en sorte qu'au niveau du Nord, qu'il y ait beaucoup plus de présence de l'État pour réduire un peu les inégalités et faire en sorte que tous ces jeunes désespérés reviennent à la raison pour quand même qu'il y ait un partage équitable des ressources et que véritablement tout se passe très bien. La SADC a compris un peu les enjeux parce que la mission de la SADC sur place à Samim, il y a au moins 8 pays contributeurs. Tous les voisins du Mozambique ont envoyé des militaires. Donc ça c'est un effort qui entre dans la bonne direction parce qu'ils ont compris. Quand vous regardez par rapport
à cette différence entre le nord et le sud qui abrite la capitale Maputo, où vraiment c'est le bon vivre, comme le disait Karim, et le nord, presque Palma, c'est à la frontière avec la Tanzanie. Donc avec toutes ces potentialités en termes d'hydrocarbures, et que les gens vivent dans la misère. Donc à un certain moment, comme on l'a dit dans le Liptako Gourma, les jeunes vont aller répondre aux sirènes des groupes terroristes. Donc là aussi, le pouvoir central à Maputo a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et pour mieux contenir aujourd'hui cette menace terroriste, la SADC a aussi lancé au mois de mars un centre régional de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ce nouvel instrument de lutte contre cette menace-là, aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Non, c'est une bonne initiative, parce que c'est une initiative qui est en droite ligne de tous ces efforts, que ce soit au plan sous-régional. Parce qu'il faut saluer qu'au plan sous-régional, d'abord, que les gens prennent conscience que c'est eux qui doivent prendre le lead. Maintenant, les autres pays amis ou la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne, comme ils l'ont fait au mois de novembre, peuvent venir en appoint. Mais si ça part, parce que le problème que nous avons avec nos organisations sous-régionales, c'est qu'on se demande à quoi elles servent. Vous parlez peut-être, on va parler de l'Union africaine, c'est une organisation à la limite qu'on n'entend même pas. Mais quand vous regardez... D'ailleurs, parlant de l'Union africaine, la force conjointe de l'Afrique australe est intervenue un mois ou des mois plus tard, avant d'avoir aujourd'hui le mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est un vrai problème. Le mandat n'est venu qu'au mois de janvier, alors que l'intervention s'est passée bien avant. Ils sont toujours d'une longueur de retard, mais quand même, il faut saluer, quand vous regardez les organisations sous-régionales, le dynamisme au sein de la CEDEAO. Vraiment, c'est une organisation dynamique, et la SADC. Les gens font des efforts, et ça, c'est à saluer, parce que comparé aux autres ligades en Afrique vers le Kenya, bon, c'est plus timide là-bas, mais il faut que les organisations sous-régionales mouillent le maillot, et je pense que c'est comme ça qu'on fera bouger les lignes. Karim, ce centre régional de lutte contre le terrorisme a pour mission de faciliter la coopération entre les 16 États membres de la SADC dans le contrôle et la lutte contre les actes terroristes par la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que la formation des fonctionnaires de ces pays-là. Comment aujourd'hui un tel centre pourrait contribuer à des réponses efficaces de lutte contre le terrorisme, surtout face aux menaces émergentes? Oui, en réalité, je pense que ce centre, effectivement, a bien entendu sa raison d'être. Il est évident que ces États ont pu mesurer la dangerosité en tout cas de ces groupes qui ont, au niveau du Kenya, on l'a rappelé, et de la Tanzanie, fait beaucoup de mal. Et il est évident qu'avec le Mozambique, on va vers, si on y prend garde, un pourrissement de la situation. Parce qu'on a rappelé que c'est une partie qui est très vaste, et il y a également d'autres menaces qui viennent s'y ajouter. Au niveau même du pays, on a pu voir, on l'a évoqué, des problèmes de corruption et autres. Par conséquent, d'ailleurs, je devrais rappeler justement le problème des dettes cachées. Le scandale qui a fait en sorte que vraiment beaucoup, même au niveau des États-Unis, il y a eu des réactions, en tout cas très négatives, en tout cas par rapport à la gestion de la gouvernance même au niveau du Mozambique. Mais toute la sous-région de l'Afrique australe se dit que ce centre, donc, cette force d'attente, parce qu'en fait, le centre suppose qu'il y a une force d'attente qui est là pour mener des actions de renseignement, d'intervention. C'est tout à fait bien, vous l'avez rappelé. L'Union africaine est intervenue bien après, mais c'est parce que des pays comme le Rwanda, qui a quand même une expérience de l'intervention au niveau des Grands Lacs et autres. D'ailleurs, le Rwanda a été en première ligne. Parfaitement. Ils ont senti la nécessité d'aller très vite couper donc l'herbe à la racine, parce qu'en réalité, ce genre d'action ne pourrait... Parce que si éventuellement, comme le disent les Américains, les Shabab ont une franchise de l'État islamique, il est fort évident qu'avec des succès enregistrés sur le terrain, ils vont avoir beaucoup plus de moyens pour perpétrer des actes, des attaques qui vont certainement ébranler aussi bien le pays que toute la sous-région de l'Afrique australe. Par conséquent, ce centre a donc, en tout cas, des moyens évidents de mener à bien sa mission, mais il faudrait mettre en avant également tous ces aspects liés à la gouvernance politique et économique, faire en sorte que donc, tous ces scandales qu'on a évoqués
puisse mais être... Mais là, est-ce qu'il ne sera pas question d'ingérence, puisque aussi, même la CEDEAO, même l'Union africaine, au niveau de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, l'a rappelé lors de la 35e session ordinaire de l'organisation, souvent même par rapport à eux, leurs interventions ou certaines de leurs décisions, ils se heurtent à ce qu'ils peuvent appeler la souveraineté des États. Aujourd'hui, s'il s'agit de questions de gouvernance et de corruption et autres, si aujourd'hui cette force de l'Afrique australe, ou bien même cette communauté de l'Afrique australe va s'en mêler, est-ce qu'il ne sera pas question d'ingérence aujourd'hui dans les affaires intérieures du Mozambique? Parfaitement, on peut évoquer ces problèmes d'ingérence, mais il y a également ce que d'autres ont pu appeler de l'ingérence pour des questions humanitaires. Il est évident que ce qui se passe au nord du Mozambique ne doit pas être regardé comme ça avec condescendance. Il faudrait qu'il y ait des actes par rapport en tout cas à cette situation. Il y a un malaise social. Il y a des jeunes qui souvent entrent comme ça dans ces genres en tout cas de manipulation, si l'on peut dire, parce que véritablement il n'y a rien sous la main. Quelque part, il y a une faillite de l'État. Les États ne font pas suffisamment ce qu'il faut pour empêcher ces jeunes d'aller en tout cas vers d'autres horizons un peu plus lugubres. Il faut mettre en place des projets en tout cas pour assurer leur résilience, comme on a pu le voir au niveau du Sahel et dont on dit qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a surtout effectivement que de ce point de vue-là, l'Union africaine doit faire un saut pour véritablement, aussi bien même pour la CEDEAO, pour les autres organisations sous-régionales, faire en sorte que dans les protocoles additionnels qui sont soumis aux États, qu'il y ait cet aspect de gouvernance démocratique, de gouvernance politique, parce que cela peut aider en tout cas à la résolution de beaucoup de problèmes sur le terrain. Et Thior, selon vous, aujourd'hui, comment résoudre ce problème-là? Je veux bien sûr parler de l'inégalité notée entre le nord et le sud du Mozambique. Selon vous, puisque la communauté ne peut pas directement intervenir, puisqu'il sera question d'ingérence, aujourd'hui, quelle solution aujourd'hui de l'État mozambicain face à cette inégalité sociale notée entre ces deux parties du pays? C'est une allocation de ressources. Faire une sorte d'un plan spécial. Parce que dans cette partie, par exemple, du Mozambique, il y a ce méga projet de Total qui doit rapporter beaucoup d'argent. Si les populations qui vivent aux alentours n'en profitent pas, mais ça vient rajouter aux frustrations. Et je pense que c'est là où il faut répartir de manière beaucoup plus équitable, et même quitte à faire de la discrimination en faveur des nordistes, parce que comparé aux sudistes, ils sont dans la galère. Donc, ce qui fait qu'il faudra que les autorités de Maputo soient plus intelligentes et essaient de faire du rattrapage. Parce que, Karim l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu la Renamo. C'était vraiment une lutte féroce entre les deux camps. Aujourd'hui, il y a des groupes terroristes qui menacent, qui ont failli menacer même jusqu'à l'existence du Mozambique. Mais à y regarder de très près, ils savent à quoi cela est dû. Donc, ils ont la chance de pouvoir peut-être avoir des ressources, que ce soit des ressources de la terre ou d'autres ressources, dans cette partie qui est un peu hostile. Donc, c'est au pouvoir central de faire les investissements nécessaires pour changer la donne. Et face à la menace terroriste, ces autorités mozambicaines ont créé une nouvelle force spéciale composée de soldats d'élite et de policiers pour combattre les terroristes qui menacent les projets lucratifs, surtout du gaz naturel du pays. Selon vous, est-ce que l'urgence c'est de créer une force spéciale? Si l'on sait que les forces armées mozambicaines aujourd'hui sont des forces armées sous-équipées et des forces armées également gangrénées par la corruption, vous l'avez rappelé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a un protocole d'accord qui lie les Américains au Mozambique pour le renforcement d'ailleurs des capacités de ces forces armées mozambicaines. Oui, c'est ce qui explique parce qu'on a vu que les forces armées mozambicaines n'étaient pas à la hauteur. Et on sait que les Occidentaux veulent sauvegarder leurs intérêts. Quand vous prenez les Français, un peu avec ce projet de Total, donc quelque part, ne soyons pas surpris que ce soit les Américains qui s'investissent pleinement pour former, à mettre en place cette force spéciale. C'est de bon aloi. Donc, parce qu'ils veulent faire en sorte que, de capacité des militaires à même de pouvoir faire le travail. Donc, c'est bienvenu, mais je pense que ça doit, au-delà de cette force-là, former l'armée mozambicaine. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a rappelé tantôt,
on va vers peut-être un terrorisme résiduel. Certes, ils sont venus à bout, ils les ont délossés de ces zones-là, que ça de la province du Cabo Delgado, mais comme vous l'avez rappelé, ils se sont éparpillés. Et ça, c'est le danger qui guette. Est-ce qu'ils n'ont pas encore toujours cette capacité de frappe, un temps soit peu, parce que s'ils l'ont, ça veut dire que le Mozambique n'est pas encore sorti de l'ornière. Et pour faire face à un tel péril, il faudra que les forces armées soient à la hauteur. Karim, vous, quelle lecture faites-vous de cette intervention de la force de l'Afrique australe dans la zone? Considérez-vous qu'il y a des avancées? Il y a certes des avancées, mais vous, quelle lecture est-ce que vous en faites? Mais je pense que c'est une implication qui est tout à fait positive, parce que de mon point de vue, la province du Cabo Delgado est pratiquement similaire à la région du Delta au niveau du Nigeria, vers Port Harcourt et autres, où il y a eu les mêmes problèmes. Là-bas, c'est le pétrole, avec tout ce qu'il y a eu comme implication, et des populations qui se sentaient plus ou moins, marginalisées. Au niveau du Cabo Delgado, c'est exactement la même situation. Par conséquent, il faudrait faire en sorte qu'effectivement, on l'a dit, Thior disait qu'effectivement c'est un terrorisme résiduel, plus ou moins, mais il y a toujours les stigmates de la dernière guerre entre les Renamo et le Frélimo à l'époque qui font que jusqu'à présent, il y a en tout cas des braises qui n'attendent que de s'enflammer. Il faudrait donc très vite initier des actions pour rassurer les populations, les associer à la gestion donc, des biens communs du pays et faire en sorte qu'il y ait un partage équitable des ressources. Ça, on ne le dira jamais assez. Et encourager l'alternance à la tête du pays, parce que ça aussi c'est important. Il ne faut pas que les populations aient le sentiment que c'est un seul groupe qui dirige le pays. Donc ça aussi, c'est des choses à encourager. Et c'est là où l'Union africaine est interpellée, parce qu'on les entend rarement quand ça couvre sous la cendre. Ils attendent que les choses explosent pour intervenir. Parce que je fais une digression. Vous prenez le cas de la République de Guinée avec Alpha Condé, avec cette histoire de troisième mandat qui a coûté cher, plus de 100 morts. Donc si l'IA avait tapé du poing sur la table en prenant ses responsabilités, nous n'en serions certainement pas là, avec des coups d'État militaires, avec des messies de qui on attend peut-être la voie du salut. Donc ça aussi, il faudra que les gens puissent faire marcher le jeu démocratique. À côté du mandat du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, quelle contribution, parce que c'est également, ce Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine gère également les affaires politiques. Aujourd'hui, quelle contribution de l'Union africaine pour accompagner aujourd'hui, je ne dirais pas transition, mais aujourd'hui pour le respect de la bonne gouvernance ou bien de la démocratie dans ce pays-là? Hasard du calendrier, le président de l'UA, c'est le président Macky Sall. Donc je pense qu'en termes de voix qu'il porte, il n'y a pas mieux que lui. Je pense que c'est quelqu'un qui doit pouvoir même aller sur place. Et ce serait un moment fort pour montrer un peu que l'UA est là, à côté du Mozambique. Parce que c'est certes, bon, c'est loin de Dakar, Maputo, mais quand même, les enjeux en valent la chandelle. Il faut que l'Union africaine montre davantage sa présence, parce que, comme vous le voyez, l'Union européenne est déjà présente, est en train de former les forces armées mozambicaines, les Américains le font, donc pourquoi pas nous, qui sommes les premiers concernés. Et c'est là où, certes, peut-être, on n'a pas les moyens qu'ils ont, mais s'il y a un peu de bonne volonté, je pense que ça peut être du baume au cœur des Mozambicains. Et Karim, pour ce qui est du président en exercice de l'Union africaine, à savoir le président Macky Sall, d'ailleurs récemment lors d'une de ses interviews, il a aujourd'hui appelé les partenaires internationaux et même les pays africains concernés à davantage voir comment faire face aujourd'hui à cette menace terroriste. Parce qu'aujourd'hui, laisser l'Afrique sombrer allait représenter une réelle menace, que ce soit pour l'Europe comme pour d'autres continents à travers le monde. Aujourd'hui, vous, quelle lecture en faites-vous? Mais je pense que c'est effectivement la bonne voie, parce qu'en réalité, tous ces problèmes d'insécurité ou autres grèvent les budgets des États,
et également font en sorte qu'il n'y ait pas de perspective d'avenir pour les jeunes Africains. Il faudrait effectivement, comme le président Macky Sall appelle, et l'Union africaine d'une manière générale, il faudrait faire en sorte que toutes ces initiatives soient porteuses d'espoir et que véritablement les États africains puissent, dans l'unisson, aller vers un développement intégral qui puisse mettre en avant des promesses d'avenir rayonnantes pour la jeunesse africaine en partant de la bonne gestion de nos ressources, je veux dire la gestion judicieuse de l'ensemble de nos ressources, et effectivement avec des partenariats également gagnant-gagnant avec les différents partenaires au niveau de l'Europe, au niveau en tout cas des autres parties du monde. Sur la force militaire de l'Afrique australe, aujourd'hui on connaît ses missions, mais il y a une chose que l'on ne connaît pas encore, c'est sur quelle durée, puisque la force elle est là, mais elle est là pour l'instant de façon indéterminée. Aujourd'hui, par rapport à la menace, par rapport aux réalités dont le pays fait face, aujourd'hui, quelle durée pour cette force militaire aujourd'hui de l'Afrique australe dans ce pays qu'est le Mozambique? Tant que la menace sera là, je pense que cette force-là doit être présente sur place. Parce qu'il ne sert à rien, comme je l'ai dit, d'engraisser des militaires qui sont dans des camps militaires. La vocation des militaires, c'est d'aller se battre. Donc s'il y a des lieux où il y a de l'adversité, je pense qu'il n'y a pas lieu de précipiter le départ de cette force-là. D'autant plus qu'on l'a dit et redit, ce terrorisme-là qui est devenu un peu résiduel, c'est quelque chose auquel il sera difficile de faire face. Parce que tant que vous avez en face un ennemi qui est bien visible, mais quand il commence à essaimer un peu partout par petits groupes, donc ça devient très difficile de faire face. Donc il faudra être patient. Et cette force-là est partie pour durer au Mozambique. Cette force-là est partie pour durer au Mozambique et on s'attend aussi à ce que cette force fasse des résultats pour sortir le pays de la situation d'insécurité dans laquelle elle se trouve, mais également que le gouvernement en place essaie de trouver des solutions pour corriger les inégalités sociales notées entre le nord et le sud du pays. Je rappelle que nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions M. Mamadou Thior, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci également à Abdou Karim Diakhaté, journaliste aussi et directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci Daouda. Merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.